Bonjour, bienvenue à ce webinaire intitulé Les contre-chocs de la pandémie sur l'accès à une saine alimentation. Ce panel est organisé par le Conseil du système alimentaire montréalais en collaboration avec le dispensaire diététique de Montréal. Je suis Erika Salem, agente de programme pour Montréal Métropole en santé et le Conseil du système alimentaire montréalais. Avant de commencer, quelques spécifications techniques. En premier lieu, j'aimerais vous aviser que ce panel sera enregistré et rendu disponible sur la chaîne YouTube de Montréal Métropole en santé. Ensuite, le volet technique de ce webinaire est assuré par l'appui de Jeanne Lemoine du dispensaire diététique. Merci Jeanne. Comme vous pouvez le constater, vos micros sont présentement fermés et le resteront tout au long du webinaire étant donné le nombre important de participants. Vos questions sont toutefois précieuses et une période de questions prendra place après les présentations de l'ensemble des panélistes. Nous vous invitons donc à exposer vos questions dans le chat tout au long des présentations. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de répondre à chacune des questions exprimées, mais nous en explorerons certaines lors de la période de questions. N'hésitez pas donc à exposer spontanément vos questions dans le chat tout au long des présentations. Depuis le mois de mars, notre système alimentaire a été fortement impacté par la pandémie mondiale de la COVID-19. À Montréal, de multiples cellules de crise ont été mises en place au niveau local et régional afin de renforcer l'écosystème des acteurs impliqués pour assurer la sécurité alimentaire des Montréalais et Montréalaises. Désirant mieux comprendre l'impact de la pandémie sur l'évolution des prix des aliments, la Direction de la santé publique et la Ville de Montréal ont demandé au dispensaire diététique en avril dernier s'il était possible de faire une veille du prix du panier à provisions nutritives durant la pandémie. En collaboration avec le dispensaire diététique de Montréal, l'équipe de coordination du Conseil du système alimentaire montréalais a organisé ce webinaire afin d'explorer les impacts de la pandémie sur le prix des aliments et la capacité des citoyens à accéder à une alimentation saine. L'objectif du webinaire est donc de partager ces données avec les acteurs du réseau de la sécurité alimentaire et d'amorcer ainsi une réflexion sur la résilience du secteur de l'aide alimentaire à Montréal. Le Conseil du système alimentaire montréalais a été lancé officiellement par la Ville de Montréal il y a presque exactement 2 ans, en octobre 2018. Ce conseil, composé de 24 acteurs issus de différents secteurs liés à l'alimentation à Montréal, a comme mission d'assurer un leadership régional fort en matière d'alimentation, en mobilisant les acteurs et en conseillant les décideurs et en appuyant les initiatives structurantes. Vous pouvez découvrir le plan d'action 2022 du Conseil SAM qui offre non seulement une vue d'ensemble des grands enjeux du système alimentaire montréalais, mais aussi un répertoire de 92 projets montréalais qui œuvrent pour une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable pour tous et toutes. Ce webinaire a été organisé grâce à la contribution du dispensaire diététique de Montréal, un organisme communautaire fondé en 1879 qui intervient par la nutrition sociale auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité afin de favoriser la santé optimale du nourrisson. Nous avons donc l'occasion aujourd'hui d'avoir 4 panélistes qui ont gracieusement accepté de participer à ce panel afin d'alimenter notre compréhension des impacts de la pandémie sur l'accès à une saine alimentation. La première présentation sera exposée par Mme Jackie Demers, directrice générale du dispensaire diététique de Montréal. Mme Demers nous présentera l'évolution du coût de la saine alimentation durant la pandémie. La deuxième présentation de ce webinaire sera assurée par M. Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Mme Isabelle Eck, co-directrice de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, présentera en collaboration avec M. Marc Brûlé, coordonnateur du système alimentaire pour tous, l'impact de la pandémie sur l'accès à une saine alimentation au niveau communautaire et des initiatives mises en place à Montréal-Nord favorisant un accès plus équitable à une saine alimentation pour tous et toutes. Donc, pour débuter, la première présentation par Mme Jackie Demers, qui est directrice générale du dispensaire diététique.
Jackie a obtenu son baccalauréat en diététique de l'Université McGill en 2005. Embauchée au printemps de la même année au dispensaire, elle y développe des ateliers théoriques et pratiques sur la saine alimentation et la cuisine santé à petit prix et termine l'étude du coût du panier à provisions nutritives dans divers quartiers de Montréal. Formée à la méthode Higgins, elle s'est ensuite consacrée au suivi individuel des femmes enceintes, puis à la mise sur pied de Nourrir la vie, un site web de formation et d'information en nutrition périnatale adressé aux intervenants d'organismes communautaires du Québec. Elle y occupe la direction générale depuis juillet 2014. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler un peu là, du panier à provisions nutritifs qui, comme Erika le mentionnait, pendant la pandémie, exceptionnellement, là, depuis le mois d'avril, on a commencé à faire des relevés mensuels. Donc, on va pouvoir vous présenter là, les résultats de ça. Mais donc, évidemment, avant de vous parler du panier à provisions nutritifs, des résultats du panier à provisions nutritifs, on jugeait nécessaire de s'assurer que tout le monde sache de quoi il est question. Donc, le panier à provisions nutritifs est une liste d'aliments, ni plus ni moins, qui est définie dans certaines quantités qui permettent de combler les besoins nutritionnels là, de différents groupes d'âge et de sexe. Donc, on peut composer une commande alimentaire à partir du panier à provisions nutritifs et déterminer là, ce qui permettra de répondre aux besoins nutritionnels à faible coût. Donc, c'est vraiment la spécificité du panier à provisions nutritifs qui a été développé au dispensaire et qui, en fait, est un outil là, qui roule depuis les années 50 au dispensaire, dont on fait des relevés de prix 3 fois par année. À partir de cette commande-là, on utilise des relevés de prix qui sont faits en magasin et à partir de ça, on va être capable d'établir un prix de référence qui nous permet de dire combien coûte par personne par jour le panier à provisions nutritifs, mais on utilise une unité de base, donc 2 adultes, 2 enfants, une famille type pour les coûts que vous allez voir dans la présentation. Donc, voilà. Peut-être un petit commentaire pour expliquer la distinction par rapport à ce qu'on voit beaucoup là, ces temps-ci, c'est-à-dire la mesure du panier de consommation canadien, qui est une autre mesure pour établir le coût. En fait, le panier de consommation, c'est un panier de biens et services, donc qui permettent de combler le niveau de vie de base. Donc, c'est une mesure là, qui permet d'établir un minimum requis finalement, qui est lié un peu à un indicateur là, de seuil de pauvreté. Et à l'intérieur du panier de consommation, la référence pour la portion alimentaire, c'est le panier à provisions canadien qui a été mis à jour l'an dernier par Santé Canada. La distinction entre ce panier-là et le panier qu'on utilise au dispensaire, en fait, c'est principalement l'emphase sur la sélection des aliments à faible coût. Donc, comme cet outil-là a été mis à jour récemment par Santé Canada, j'en profite pour vous dire qu'au dispensaire, on est en train de procéder à une mise à jour de l'outil. Donc, je crois avoir vu passer une question à savoir est-ce que la liste des aliments est mise à jour régulièrement. En fait, le contenu du panier fait l'objet à peu près aux 12 à 15 ans d'une mise à jour. Par contre, pour la mise à jour sur laquelle on est en train de travailler, on parle vraiment non seulement d'une mise à jour de la liste des aliments qui le composent, mais vraiment de toute la méthodologie de l'outil, de la façon d'aller chercher là, les prix en magasin, puis de suivre l'évolution des coûts également. Je peux passer à la prochaine diapo.
Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est donc depuis la dernière mise à jour de contenu, donc depuis 2005-2006, l'évolution du coût en moyenne par année. Donc, comme je vous le disais, on fait en moyenne on fait 3 relevés par année pour le coût du panier. Et donc, ce que vous avez ici, c'est le coût moyen de ces 3 mesures-là pour chacune des années depuis 2006. Donc, vous voyez que, évidemment, sans grande surprise, la progression, elle est quasi constante au niveau du prix de l'alimentation. Vous voyez que depuis 2006, en fait, c'est environ 50% d'augmentation qu'on constate. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait juste avant, là, par rapport à la mesure du panier de consommation, c'est que si on appliquait l'inflation globale au prix des aliments, le 9 et 10 serait plutôt un 7,54. Donc, on voit que l'augmentation du prix des aliments est significativement plus élevée que l'inflation qu'on a connue là, au fil des 15 dernières années. Donc, peut-être juste à titre de rappel, là, en fait, les prix que vous voyez là, donc le 9 et 10 par jour qu'on a mesuré en 2020, c'est un prix, en fait, par personne par jour, basé sur notre famille de 4 personnes. Donc, c'est ce que vous avez là en note à l'écran pour référence future. Je peux passer à la prochaine diapo. Donc, comme on vous le disait, grâce à la Ville de Montréal et au soutien de la Direction de la santé publique, on a appliqué depuis le mois d'avril des relevés mensuels pour, évidemment, notre mandat n'est pas de comprendre la dynamique et qu'est-ce qui explique les variations, mais bien de mesurer les variations sur des aliments de base. Donc, évidemment, dans le panier, on n'est pas dans des produits de luxe, il n'y a pas énormément de produits transformés à l'intérieur non plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les variations qui ont été observées là, sur une base mensuelle depuis le début de la crise. Et donc, vous voyez que, bon, au global, là, si on regarde les données de septembre, c'est une augmentation d'environ 1,44 d'avril à septembre. Selon les mois, ça peut aller jusqu'à 25 $ de plus que ça représente dans un budget mensuel là, pour faire une épicerie pour une famille de 4 personnes, ce qui est quand même significatif quand on sait qu'un des impacts de la pandémie, c'est évidemment là, la baisse des revenus pour bien des gens. Ce qui est particulièrement frappant, j'ai envie de dire, c'est qu'habituellement, à chaque année, on observe une baisse significative des coûts en septembre par rapport aux relevés que l'on fait en mai. Généralement, des baisses qui sont associées là, à la saisonnalité, évidemment. Et vous voyez là, que de 9 et 10 au relevé de mai à 9 et 14 au relevé de septembre, même si on voit qu'il y a une baisse par rapport au relevé d'été, il n'y a pas cette baisse-là habituelle qu'on observe au mois de septembre. Donc, ça fait partie des éléments là, qui vont être à surveiller parce que si on n'a pas cette baisse-là en septembre, c'est certain que ça peut devenir inquiétant pour ce qu'on peut anticiper pour les mois d'hiver qui s'en viennent, surtout qu'on ne connaît pas là, ce qui arrivera avec la suite de la pandémie. Je peux passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, habituellement également, quand on fait les relevés de prix, ce qu'on essaie finalement de faire ressortir, parce que au départ, l'outil du panier à provisions nutritifs sert de plaidoyer pour les acteurs en sécurité alimentaire. Donc, le fait d'établir combien devrait coûter une saine alimentation à faible coût permet toutes sortes de comparatifs et toutes sortes de façons de traduire ces besoins-là par rapport à la réalité qui est observée dans les familles
que l'on souhaite accompagner, que l'on souhaite aider. Alors, la diapo ici permet d'illustrer en fait que, bon, typiquement, si on prend une famille, toujours notre famille de 4 personnes qui serait sur l'aide sociale, qui bénéficierait des allocations familiales, alors la proportion qu'elle devrait consacrer de son revenu pour s'alimenter adéquatement selon ce qu'il y a dans le panier à provision nutritive, ça représenterait entre 40 et 41 du revenu. Alors, je suis pas mal certaine que tout le monde qui est dans la salle virtuelle avec nous comprend que c'est impossible qu'une personne, par exemple, qui consacre déjà 40 de son revenu pour se loger, ne sera pas en mesure de dépenser un autre 40 de son revenu pour se nourrir. Et donc, on voit clairement, justement, l'impact de la pauvreté de façon globale sur la dépense alimentaire, qui est naturellement la dépense compressible, là où les familles vont. Ce qui est intéressant de mettre en perspective, c'est qu'effectivement, pour certaines familles, on en a parlé, là, des inégalités par rapport à la PCU. Alors, c'est certain qu'on voit que pour certains ménages, d'avoir eu accès à la PCU a pu être un petit peu un soulagement parce que ça réduit significativement le pourcentage du revenu qui devrait être alloué à l'alimentation. On parle d'autour de 25 ici. Mais évidemment, pour une famille qui avait un revenu significativement plus élevé auparavant, de voir un changement de son revenu peut aussi avoir un impact et les mettre en situation d'insécurité alimentaire. Donc, je pense que la pandémie a mis en lumière à quel point les réalités étaient différentes et les impacts pouvaient se traduire différemment. Par contre, au niveau du coût du panier, c'est certain qu'avec les données de septembre, on continue d'avoir cette préoccupation-là que bien s'alimenter, avoir suffisamment les moyens pour s'approvisionner en aliments qui vont combler nos besoins nutritifs peut être difficile et problématique. Ensuite de ça, donc tu peux passer à la prochaine diapo, Erika, s'il te plaît. Donc, on s'est intéressé à certaines catégories d'aliments qui ont fait l'objet de variations là, dans les derniers mois. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les variations qu'on a observées pour les viandes et les fromages. Donc, c'est certain que, bon, je veux mentionner qu'il y a des limites méthodologiques là, au relevé de prix qu'on fait pour le panier à provision nutritif. Donc, on a des relevés qui sont dans trois commerces. Alors, c'est sûr que s'il y a des manques d'aliments, un changement de produit, des choses comme ça, ça peut avoir un impact significatif là, sur un des relevés de prix. Par contre, au global, vous voyez quand même là, qu'il y a eu des augmentations là, qui semblent vraiment à la hausse là, du côté de ces produits qui sont des produits protéinés, qui sont des aliments donc qu'on trouve intéressants là, à se procurer pour les familles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Tu peux passer à la prochaine diapo où on observe la variation de d'autres groupes d'aliments. Donc ici, par exemple, vous voyez la ligne en haut complètement là, qui est un peu dorée, qui est la ligne des légumineuses. En fait, ça, c'est un des aliments qui a connu une hausse dans la dernière année qui, au fil des dernières années, là, était assez stable dans le temps. Donc ça, c'est quand même intéressant de constater là, qu'il y a eu une augmentation du prix. Est-ce que c'est lié à l'augmentation de la consommation de ces aliments-là? Est-ce que c'est lié à d'autres éléments en lien avec la pandémie? On ne le sait pas, mais ça, c'est vraiment assez inédit là, par rapport à ce qu'on observait dans les dernières années.
Au niveau des légumes, donc la ligne verte, non, tu peux rester sur la diapo précédente, s'il te plaît. Mais je vais faire rapidement un lien avec la suivante. Dans le fond, la ligne que vous voyez en vert, donc c'est la représentation au niveau des légumes. Donc, vous voyez effectivement là, la baisse associée aux récoltes là, vers la fin de l'été. Mais on a malgré tout là, constaté une hausse au milieu de nos relevés. Les variations ne sont pas si élevées que ça. Par contre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, donc Erika, si tu veux, tu peux y aller. Habituellement, une grande partie de la baisse que l'on observe sur le coût global du panier à provisions nutritif s'observe en septembre à cause de la réduction du côté des fruits et des légumes. Donc, vous voyez là, dans les dernières années, et les fruits et les légumes là, avaient des baisses significatives entre mai et septembre, mis à part en 2018, là, où les fruits étaient à peu près au même prix. Par contre, vous voyez que cette année, c'est au niveau des fruits où il y a vraiment une hausse significative là, qui vient contrecarrer bien des réductions qu'on a observées dans les années passées. Donc, c'est probablement un des facteurs là, qui explique la différence qu'on observe cette année. Tu peux revenir peut-être à la diapo précédente, s'il te plaît, Erika. Voilà. Puis finalement, ben, en fait, juste parce que, encore là, notre chapeau de nutritionniste me fait toujours penser aux aliments protéinés. Donc, on a mis le beurre d'arachide, donc qui lui aussi a connu des variations. Là. Donc, si on regarde la tendance, c'est vraiment une variation à la hausse, probablement en lien avec les légumineuses, mais peut-être que M. Charlebois saura nous dire aussi s'il y a d'autres facteurs qui ont influencé ça. Mais vous voyez que étonnamment, au niveau des agrumes, on a observé là, une diminution là, dans les derniers relevés, alors que le prix des agrumes est généralement relativement stable dans le temps. Donc voilà, alors j'ai fait ça vite, mais l'intérêt, c'était vraiment là, de vous sortir les grandes lignes finalement des observations que l'on fait. En fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est prendre la photo en lien avec ce qu'on observe, avec les aliments qui sont disponibles. Peut-être que, puisque j'ai encore quelques secondes, je peux en profiter pour vous dire que c'est certain que de faire des portraits, de faire des relevés alimentaires, voyons, je vais y arriver, de faire des relevés de prix dès le début de la pandémie a été intéressant pour observer d'autres éléments, comme par exemple là, la pénurie de certains produits alimentaires qui étaient vraiment là, en lien avec, par exemple, l'augmentation de la consommation de certains produits ou avec les tendances qu'on observait là, au début de la crise. Donc, c'était vraiment intéressant, finalement, via les relevés, d'avoir accès à d'autres constats. Évidemment, notre mandat, comme je le disais, n'était pas d'expliquer ces variations-là, ces observations-là, mais c'était vraiment intéressant et l'objectif aujourd'hui, j'espère qu'on saura initier cette conversation-là tout le monde ensemble, c'est vraiment de réfléchir à la suite des actions qui sont à notre disposition, justement pour être capable de trouver des solutions et de favoriser finalement l'accès à la saine alimentation pour l'ensemble des familles et des ménages montréalais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jackie. Excellente présentation. Donc, on va tout de suite passer à la prochaine présentation de M. Charlebois. Donc, M. Charlebois est professeur titulaire à la faculté de management en agriculture à l'Université de Dalhousie à Halifax. Il est aussi le directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire, également de l'Université de Dalhousie. Il est également l'ancien doyen de la faculté de management à l'Université de Dalhousie.
Son domaine de recherche et d'expertise englobe la distribution, la sécurité et la salubrité alimentaire. Il est l'un des experts les plus cités quant à la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur agroalimentaire et la traçabilité. Depuis près de 20 ans, il contribue régulièrement aux pages éditoriales du Globe and Mail et de la presse comme expert dans le domaine agroalimentaire. Monsieur Charlevoix, c'est à vous. Je sais que vous n'avez pas de présentation PowerPoint, donc on va simplement s'abreuver de vos connaissances. C'est ça. Ben, merci, Erika. Ouais, en fait, j'aime pas ça, utiliser une présentation avec Zoom et tout ça, là, ces temps-ci, là. C'est toujours plaisant de vraiment avoir la figure. En fait, vous pouvez enlever je sais que vous avez une slide, là. Si vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Je vais y aller brièvement. D'abord, je tiens à féliciter Jackie. Je pense qu'elle a fait un très bon travail pour présenter une esquisse de ce qui se passe dans les épiceries là, par rapport au prix. C'est certain que c'est toujours difficile de comprendre ce qui se passe vraiment, là, pourquoi que les prix fluctuent énormément. Et les prix ont fluctué beaucoup. En décembre, lorsqu'on a publié notre rapport canadien sur les prix des aliments, notre 10e édition, on prévoyait un taux d'inflation entre 3 et 4 %. C'est à peu près ce qui se passe, mais comme Jackie l'a expliqué, depuis 20 ans, là, le taux d'inflation alimentaire, en fait, dépasse de loin le taux d'inflation général. C'est ça qui est le problème. Il n'y a pas de mal à avoir un taux d'inflation alimentaire. Je pense qu'on se comprend bien, mais le problème, c'est que vraiment, l'économie, de façon générale, coûte plus cher, mais pas aussi cher que le panier d'épicerie. C'est pour ça que beaucoup de gens, depuis les 10 dernières années, remarquent que les prix augmentent. Ce n'est pas un mirage, là. Ça arrive pour de vrai. D'ailleurs, on a regardé le panier d'épicerie de Statistique Canada et on s'est rendu compte qu'il y a 2 produits qui n'ont pas augmenté en prix depuis l'an 2000, donc depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous savez quels sont ces 2 produits-là. Il y a un produit que Jackie a mentionné, c'est le beurre d'arachide. Le beurre d'arachide est le même prix que l'an 2000, il y a 20 ans, quand même. Ce que je trouve intéressant, en raison de la compétition, il y a plus de marques. L'autre produit, c'est le sucre blanc. Le sucre blanc est le même prix. En fait, le marché canadien est un marché très ouvert et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent des États-Unis ou d'ailleurs pour compétir contre les entreprises comme Lantis, Rogers. Donc, mais évidemment, Jackie, qui est nutritionniste, va probablement apprécier le fait que ce ne sont pas des produits vraiment parfaits pour ce qui est de la nutrition. On s'entend, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour ce qui est des autres produits, la viande, les légumes, tout ça, les prix ont augmenté beaucoup, énormément. On parle de 170, 180, 190 % depuis 20 ans. Et le gros problème, c'est la volatilité des prix. En fait, les prix augmentent et baissent énormément. Et lorsqu'on a un budget serré, ben, c'est très difficile de suivre la cadence, forcément. Donc, actuellement, on travaille sur notre 11e édition. Le rapport va sortir le 9 décembre prochain. Et on travaille avec l'Université de Guelph, l'Université de British Columbia et puis l'Université de Saskatchewan. Et on va publier notre prochain rapport et on a des modèles, évidemment. Les modèles nous disent des choses pour prévoir ce qui va se passer au niveau des prix alimentaires d'ici les 12 prochains mois. C'est jamais facile de prédire, mais depuis 10 ans, notre taux d'exactitude est à peu près de 85 %. Donc, c'est quand même bien, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens impliqués dans ce rapport-là. Donc, le 9 décembre. Quelques commentaires sur ce qui se passe actuellement. Il y a une chose qui me préoccupe beaucoup, c'est le manque de main-d'œuvre. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Malgré le haut taux de chômage, les gens pensent qu'il n'y a peut-être pas d'emploi, mais il y a beaucoup d'emplois. Il y a 7000 postes vacants au Québec actuellement en transformation alimentaire. Donc, parlez à l'email, parlez aussi à la sonde, les différents transformateurs, on a beaucoup de difficultés à recruter. Et s'il y a des gens qui remarquent qu'il y a des trous parfois dans les tablettes, là, sur les tablettes à l'épicerie, c'est un peu en raison de ça, surtout dans les viandes.
on a un manque de personnel. Il y a des lignes qui sont cancellées et ça peut vraiment créer un problème. Évidemment, pour ce qui est des prix, ben, il y a une pression à la hausse. Au Canada, on parle d'un manque de 28 000 personnes. Au Québec, c'est 7 000. C'est énorme. C'est une situation qui est assez préoccupante actuellement. Quand je regarde l'ensemble de la chaîne, c'est vraiment là où, à mon avis, il y a un goulot qu'on va devoir, à mon avis, adresser parce que s'il n'y a pas de personnes pour transformer les aliments, il n'y a pas d'aliments qui vont se commercialiser et les aliments qui vont être là, bien, les prix risquent d'augmenter. Donc, ça, c'est une préoccupation que j'ai actuellement. Pour ce qui est évidemment des coûts d'opération, il y a des raisons pourquoi que les prix augmentent. D'abord, gérer un magasin, un supermarché coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 7 mois. En transformation, c'est la même chose. Au niveau des fermes, c'est la même histoire. La COVID a fait en sorte que tout coûte plus cher finalement, de la ferme à la table. La réalité que vous voyez au supermarché, c'est une réalité qui affecte aussi les entreprises en amont de la chaîne. Et ça préoccupe beaucoup, beaucoup les entrepreneurs et évidemment, ça préoccupe les gens qui vérifient ou qui surveillent de très près le prix des aliments ou l'abordabilité des aliments. L'autre chose qui se passe actuellement, c'est le fait que de plus en plus de gens achètent en ligne. Ce que les gens ne voient pas, c'est les investissements qu'on va devoir payer. Là. Donc, on parle de, je ne sais pas moi, Sobeys avec plus d'1 demi-milliard de dollars d'investissement. Donc, on a bâti un centre de distribution à vendre en Ontario et là, on en construit une aussi à Montréal. Il va y en avoir une aussi à Calgary. Et puis, tout ça, ben, on va devoir payer. C'est pour ça que si vous allez en ligne actuellement, là, puis j'ai l'impression que le PPN ne prend pas en considération la culture de l'épargne. C'est que, évidemment, il y a des produits qui sont à rabais. Il y a des loss leaders, des produits de rappel, comme on dit en français, des produits vendus à perte. On en voyait beaucoup avant la COVID. Mais depuis le début de la COVID, il n'y en a pratiquement pas. Là. Je suis convaincu que tout le monde qui nous écoute a remarqué que leur circulaire a aminci énormément. Donc, pour les chasseurs d'aubaine, c'est extrêmement difficile ces temps-ci. Et en ligne, c'est pire. Il n'y a pratiquement pas d'aubaine. D'ailleurs, pour les gens qui sont prêts à la maison, qui ne peuvent pas aller à l'épicerie, bien, vous devez payer, selon nos estimés, là, entre 5 et 7 de plus pour avoir votre épicerie livrée à la maison. Donc, c'est quand même énorme. Là. On parle d'un taux d'inflation assez important pour ce service-là, mais ce service-là va se développer davantage. Vous savez, en 2020, on croit que le chiffre d'affaires en ligne pour ce qui est de l'alimentation va tripler par rapport à 2019. Tripler, donc c'est pas rien. On parle de 8-10 milliards de dollars de vente de produits alimentaires. C'est énorme. Mais tout ça va venir à coûter plus cher pour un consommateur ou une consommatrice qui est peut-être condamné à rester à la maison pour une raison ou une autre. Là. Le service s'améliore, mais il va coûter plus cher aussi. Et c'est une chose qu'on va considérer de plus en plus. L'autre préoccupation que j'ai par rapport à cette transition de marché entre le virtuel et le physique, c'est le fait que de plus en plus les supermarchés, et les supermarchés n'aiment pas qu'on en parle, là, mais la réalité, c'est que puisqu'il y a beaucoup plus de ventes en ligne, on risque de voir beaucoup de fermetures. Nous, on croit qu'au Canada actuellement, on n'a pas fait les chiffres au Québec, mais au Canada, il y a environ 350 à 400 magasins de trop. Donc, on risque de voir beaucoup de conversions de magasins en magasins d'escompte. On risque de voir aussi des magasins fermés pour supporter une stratégie de commerce électronique, mais on risque aussi de voir beaucoup de magasins fermés, surtout en ville. Et on parle de désert alimentaire depuis des années. Et avec le télétravail, les gens qui travaillent en banlieue, qui ne rentrent pas en ville, le besoin d'avoir des magasins alimentaires en ville, comme je pense à Montréal là, particulièrement. On parle beaucoup de restaurants, mais moi, je suis vraiment inquiète pour les magasins de détail en alimentation. Donc, les gens qui n'ont pas de véhicule, les gens qui n'ont pas
accès à un réseau routier ou qui ne vivent pas en banlieue pourraient potentiellement voir leur magasin fermé. Et là, ben, on s'en tient aux dépanneurs ou à d'autres places où les produits sont beaucoup, beaucoup plus chers et l'abordabilité des aliments est remise en question. Donc, et je vais terminer là-dessus. C'est vraiment, nous, on croit qu'on est à la croisée des chemins au Canada. Je n'inclus pas les Américains, mais je pense qu'on commence à se rapprocher un peu de ce qu'on voit en Europe, la régionalisation des économies alimentaires. Avec la COVID, on pense aussi que l'époque où le panier d'épicerie n'est pas cher, a pris fin. Là. Depuis, moi, je pense, durant les années 80-90, les prix étaient tellement pas chers. On a accès quand même au 5e panier le moins cher au monde relatif aux revenus. Si on regarde les revenus des gens, donc c'est quand même pas si mal. Par contre, ce qui risque d'arriver durant les prochaines années, c'est que le taux d'inflation alimentaire risque de continuer à dépasser le taux d'inflation générale. Donc, demandant ainsi les gens à dépenser plus en alimentation par rapport à leurs revenus. Donc, il va y avoir vraiment un changement de cap. Il va y avoir une réorientation des priorités pour les ménages. Et si on n'est pas conscient de ça, ben, on risque de voir beaucoup, beaucoup de monde éprouver des problèmes financiers assez importants. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vais entendre les autres. Alors, à vous la parole, Erika. Merci beaucoup, M. Charlevoix. C'est super intéressant. On va tout de suite, je vais passer la parole donc à la prochaine présentation. Ça va être Mme Isabelle Eck et M. Marc Brûlé. Mme Eck dirige l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, un dispositif de recherche d'action qui possède un double ancrage sur le terrain à Montréal-Nord et à l'université au Centre de recherche sur les innovations sociales de crise. Elle s'intéresse aux dynamiques et aux défis du changement social et plus particulièrement aux processus transformateurs pour réduire les inégalités sociales. Depuis quelques années, elle développe des méthodes et modèles de recherche-action qui favorisent la co-construction de connaissances entre personnes en situation d'exclusion sociale et de pauvreté, professionnels et chercheurs, et une plus grande perméabilité entre la recherche et l'action dans une perspective de recherche et développement social. Les résultats de ces recherches sont diffusés autant dans les milieux pratiques que dans les milieux scientifiques, tant au Québec qu'à l'international. Il y a M. Brûlé aussi qui va co-faire cette présentation-là. Donc, M. Marc Brûlé est coordonnateur du système alimentaire pour tous. M. Brûlé accumule une foule d'expériences en tant que gestionnaire dans le secteur privé et communautaire, particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il accumule de multiples années de travail au sein de Moisson Montréal et l'organisme Avenir d'enfants. Il a notamment participé à la création et la mise en œuvre du projet Bonne boîte, bonne bouffe de Moisson Montréal, ainsi que la mise en œuvre de la Semaine des écoles hôtelières en collaboration avec la Table des chefs. Ça va être donc à vous deux. Je vais piner la vidéo de Mme Eck pour commencer, mais vous allez pouvoir passer la parole à votre guide. Merci Erika. Donc nous on a une présentation, si vous pouvez la mettre à l'écran. Donc du côté de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, en fait on documente les enjeux vécus par les citoyens de Montréal-Nord pendant la pandémie depuis le mois d'avril. On regarde aussi c'est quoi les réponses des organismes du milieu face à ces enjeux vécus. Donc on a fait une bonne trentaine d'entrevues avec des acteurs communautaires, des citoyens. On a fait de l'observation participante lors d'activités et lors des activités des lieux de concertation également. Et donc, on va vous présenter un peu quels sont les enjeux en lien avec l'alimentation et également quelques réponses. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Donc, on a envie aussi de mettre l'accent sur le fait que oui, les enjeux sont accentués pendant la COVID, mais Montréal-Nord, tout comme d'autres territoires où il y a des fortes dynamiques d'exclusion, c'est clair que les enjeux d'accès à l'alimentation préexistent la crise COVID-19. Donc,
Les obstacles sont bien documentés à Montréal-Nord depuis plus d'une dizaine d'années. Ils sont liés à un très faible revenu des personnes dans le quartier, un coût de plus en plus élevé de l'alimentation, comme on a vu dans les présentations précédentes. Montréal-Nord est aussi un désert alimentaire, donc on sait que en raison du faible pouvoir d'achat, ce n'est pas suffisamment rentable pour beaucoup de magasins d'alimentation pour s'établir dans ce type de quartier-là. Donc ça fait en sorte que c'est très difficile pour les personnes, notamment les personnes qui ne sont pas motorisées. C'est plus difficile de se déplacer jusqu'au magasin d'alimentation. Et l'isolement a été un autre facteur qui a été identifié comme problématique pour l'accès à l'alimentation. Donc, il y a toute une série d'initiatives qui ont été développées dans les dernières années à Montréal-Nord. On a envie juste de mentionner le développement du système alimentaire pour tous, en fait, qui est une réponse à ces enjeux identifiés et qui vise, ce qui se veut complémentaire aux initiatives d'aide alimentaire. Donc, l'idée, c'est de vraiment trouver des façons pour que les citoyens puissent reprendre du contrôle sur l'alimentation. Donc, on part des citoyens en situation d'exclusion sociale, on développe avec eux des solutions à travers des approches collectives qui incluent non seulement des citoyens, mais aussi des praticiens et des chercheurs. Et tout cela est porté en fait par une démarche de lutte contre l'exclusion sociale et de pauvreté qui est en fait initiée par l'organisme Parole d'Exclus, mais qui, le système alimentaire, en fait, au bout de 10 ans, a réuni près d'une vingtaine d'acteurs à Montréal-Nord et au-delà pour co-développer ces initiatives. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment un projet avec beaucoup de volets. Donc il y a des jardins collectifs, des jardins éducatifs, des marchés saisonniers, de l'apiculture, comme vous voyez sur les photos ici, la coopérative Panier-Futé, dont on va parler dans quelques instants, et aussi de nombreuses occasions et activités pour renforcer le lien social, qui est aussi une dimension importante pour favoriser un meilleur accès à une saine alimentation. Donc, dans ce système-là, on voit l'alimentation comme un droit et les éléments de choix et dignité, c'est vraiment des piliers qui reviennent très souvent dans les paroles des citoyens. Donc, voilà un très bref aperçu du contexte général qui était là avant la COVID-19. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'arrivée de la pandémie? Beaucoup de personnes ont perdu le soutien alimentaire qu'ils avaient avant, que ce soit du soutien formel comme des mesures alimentaires à l'école ou du soutien plus informel à travers des repas qui sont fournis lors d'activités dans des organismes communautaires ou aussi tout le réseau. En fait, avec le confinement, les familles ne pouvaient plus se réunir avec les voisins, donc il y a beaucoup de soutien informel qui est perdu et cela entraîne bien sûr une augmentation des coûts liés à l'alimentation. Donc, plus de repas à fournir. Avec la fermeture des écoles, les enfants sont à la maison, donc ça fait plus de personnes à nourrir à la maison et l'augmentation des prix. L'accès qui était déjà difficile avant la COVID-19 est encore accentué. Donc, il est plus difficile de se déplacer pendant la pandémie. Le déplacement implique des risques si on doit surtout prendre le transport en commun. Les déplacements sont beaucoup plus compliqués si on pense aux familles monoparentales, par exemple, dont les enfants sont à la maison. Donc, comment aller faire des courses lorsqu'on est seul avec 3-4 jeunes enfants? On ne peut plus les laisser chez la voisine en période de confinement. Ils ne sont plus à la garderie ou à l'école, mais on ne peut pas non plus les amener à l'épicerie. Donc, ça devient un véritable casse-tête. Et tout à l'heure, M. Charlebois a parlé des livraisons, des commandes en ligne. Ça aussi, c'est en fait une difficulté
parce qu'à Montréal-Nord, comme dans d'autres quartiers aux caractéristiques semblables, l'enjeu de la fracture numérique est très réel. Donc, ça ne va pas de soi d'avoir l'équipement et la connexion pour pouvoir commander en ligne et de se faire livrer. Et il y a aussi l'enjeu du prix qui est lié à ça. On sait que Montréal-Nord a aussi été le quartier le plus affecté en termes de taux de contamination à la COVID. Donc là aussi, pour toutes ces personnes-là, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller à l'épicerie. Donc, devant cette nouvelle crise, cette crise dans la crise, on peut dire, il y a eu une très, très forte mobilisation du milieu communautaire dans la réponse alimentaire. Donc, beaucoup d'organisations à Montréal-Nord et ailleurs qui n'étaient pas dans le domaine de l'alimentation ont vraiment contribué à développer des réponses. Donc, les acteurs communautaires étaient extrêmement importants pendant la crise pour rejoindre et identifier les personnes à risque grâce à leur proximité du terrain et grâce aussi aux citoyens relais, donc des piliers de la mobilisation citoyenne qui nous ont beaucoup référé des personnes seules ou des personnes qui ne pouvaient pas aller acheter des aliments. Ils ont aussi été très actifs à différents égards pour distribuer l'aide alimentaire. Donc, il y a eu beaucoup de distribution de paniers, de denrées, de repas cuisinés et différentes formules d'épicerie gratuites. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Marc qui va présenter de plus près comment Panier Futé a réagi à cette crise. Marc? Bonjour, me voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils connaissent un peu mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les deux chapeaux que je porte à Montréal-Nord, c'est celui du système alimentaire pour tous avec le comité de suivi du système alimentaire qui est un peu l'équivalent dans les quartiers d'une table en alimentation dans le cadre d'une table de quartier. C'est comme ça que moi, je l'ai amené. Donc, j'ai pris ce mandat-là en décembre passé, janvier, afin de travailler à développer un projet alimentaire plus structurant à l'intérieur d'un projet de plan d'action de l'arrondissement et du quartier. Le deuxième volet, c'est pour ça que je vais parler de Panier Futé tantôt, c'est que dans le cadre de ces projets-là qui ont été initiés, Panier Futé, la coopérative, j'avais le mandat de la soutenir dans son développement et dans sa restructuration pour qu'elle soit autosuffisante dans les 3 prochaines années. Donc, j'ai ce double mandat-là et on devait travailler effectivement avec les marchés publics cet été qu'on a délaissés et on a travaillé davantage avec le soutien alimentaire en ligne, effectivement, qui permettait pour nous de faire des livraisons. Donc, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif, équivalent dans le réseau de l'économie sociale d'OBNL, sauf qu'on a une obligation de rentabilité à plus ou moins long terme. Dans le cas qui nous préoccupe, nous, on avait fermé effectivement une semaine en avril, la première semaine d'avril, avec une décision de fermer définitivement ou de réouvrir. Après la consultation avec les collègues, on a dit, non, on ne peut pas laisser les gens tomber. On va réouvrir, on va voir comment ça fonctionne pour la suite. Alors, on a participé dès le départ à la cellule de crise alimentaire de Montréal-Nord. On a soutenu à travers ça plus ou moins 40 000 $ d'achats alimentaires qu'on a transité à travers les organismes de la cellule de crise alimentaire et qui ont été redistribués. Donc, ça a été un rush important qui a permis à la cellule de se concrétiser, de se développer, de s'entrechoquer parfois, mais au moins d'avancer et de réaliser d'avoir des réalisations concrètes tant qu'au soutien alimentaire, que ce soit à travers les modèles de banque alimentaire ou à travers notre modèle. Et là, c'est là que j'arrive à mon modèle, qui est celui, je dis mon modèle, mais je pense que c'est un modèle qui peut se faire à l'échelle provinciale et nationale. C'est un modèle qui dit, dans le fond, reprend les 2 points que parlait ma collègue Isabelle. L'alimentation, c'est un droit reconnu et ça devrait le plus possible se faire dans la dignité, avec le choix des aliments, tout en soutenant un impact sur la santé avec des légumes et des fruits, un peu comme le fait la Direction de la santé publique cet été avec la carte proximité, auquel on a participé aussi. Donc, pour vous donner une idée, on a repris 2 diapositives sur lesquelles je vais me concentrer. Pendant cette période-là, de 7 semaines à peu près, on a desservi au-delà de 800 personnes qui ont été rejointes. On parle de 265 familles
sur un espace de 7 semaines. L'idée était de pouvoir démontrer qu'avec des fonds publics effectivement réinvestis dans la coopérative et avec son coût d'opération, on pouvait desservir des clientèles défavorisées, qu'elles soient dans certains secteurs de Montréal-Nord ou même, ça a été l'occasion, à l'extérieur de Montréal-Nord pour des besoins urgents. On pouvait desservir sur une période de 24-48 heures des personnes en situation de détresse alimentaire ou des personnes en situation de financement alimentaire qui n'ont pas. On parle du panier alimentaire qui augmente, effectivement. L'avantage de la coopérative, c'est qu'elle peut se permettre d'avoir des prix plus bas et elle peut se permettre de conditionner ses aliments pour qu'ils coûtent moins cher aussi à la livraison. Dans ce projet-là, on a demandé à Isabelle la recherche. Ce qui est important pour moi, c'était d'essayer de, pas juste quantifier pour quantifier, mais essayer de démontrer quel impact le type de modèle qu'on a fait a sur les populations. Je crois qu'on a réussi à soutenir dans ce secteur-là du l'îlot Pelletier, l'îlot Lapierre et une partie de Montréal-Nord importante qu'on voit, là, qui a évolué avec le temps. On a réussi à rejoindre des personnes âgées, des personnes monoparentales, avec le soutien d'organismes du milieu comme le Centre d'action bénévole qui nous référait des personnes âgées qui étaient en insécurité alimentaire. On a rejoint à peu près 40% des familles dans le global qui étaient des familles monoparentales et qui sont un nombre important dans Montréal-Nord. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait soutenir une famille de façon complète et essayer de structurer quelque chose qui permet d'avoir un accès à différents aliments. Alors, on a parti des spectres alimentaires qu'on avait, des 500 produits, et on l'a résumé à une fiche qui nous permettait d'avoir des produits de base, fruits et légumes, protéines, lait, légumineuses, farine, beurre et tout ça, des œufs et des grains entiers. Donc, on a travaillé un peu dans ce modèle-là. Et quand je voyais le dispensaire nous présenter son panier tout à l'heure, je trouvais qu'on est quand même allé dans cette veine-là et on pourrait aller plus loin encore dans les prochains mois qui s'en viennent. La plupart des paniers étaient composés de fruits et légumes à 50%, ce qui pour moi reste important parce qu'elle permet à ce moment-là aux gens de transformer eux-mêmes leurs propres aliments. Je viens de la restauration, de l'hôtellerie. Donc pour moi, manger, pour moi, se faire à manger et manger en famille, ça demeure très important. Le reste était composé à peu près à 20-30% selon la grandeur des paniers que je vous expliquerai, de protéines et à 17-25% de grains entiers. Nos paniers avaient des valeurs nominales de 60, 85, 100 et 120. Ils étaient un peu moins à l'époque. Maintenant, dans ceux qu'on est en train de faire, on les a basés sur 60, 85, 100, 120. Pourquoi ces prix-là? Marc, excuse-moi, peut-être aller à la prochaine diapo parce que... Ah oui, on peut aller, effectivement. Tu as raison, tout à fait. Excuse, j'ai oublié mes diapos. Voilà. Donc ça, c'était effectivement le panier solidaire. Vous voyez un peu dans le panier de 60 à 100, si on donne un exemple, on a toujours une variété de fruits, de légumes. On a toujours l'importance des légumes, que ce soit dans le panier à 60 ou à 100, c'est l'élément de base qu'on proposait. Les produits laitiers étaient là, les viandes, on avait des viandes de base, protéines poulet, protéines bœuf, et on avait du tofu, on avait toutes sortes d'autres items qui pouvaient être proposés. On avait des noix, des épiceries sèches, pain pâtisserie, en favorisant aussi le local, donc la fabrication de pains locaux quand on pouvait les acheter à un prix correct et non pas nécessairement moins cher. On avait des pâtes et des riz, ça qui était important, des conserves et un peu de surgelé qui venait là-dedans pour soutenir parfois au niveau des légumes qu'on n'avait plus ou qu'on n'avait pas ou en complément de ça. Donc ça, pour nous, c'était un petit peu le panier qu'on avait travaillé au départ. Le 60 $ vise une personne, le 85 vise 2 personnes, le 100 $ vise 3 à 4 personnes et le 120 vise 4 personnes et plus. Donc, quand je regarde effectivement ce que le dispensaire nous parle, qu'un panier moyen pour une famille de 4 coûte en moyenne 9 $ par personne par jour, ce qui ramène à peu près à 250 $ par semaine, si je fais des calculs rapides. Si je ne me trompe pas, 1 000 $ par mois, c'est 12 000 $ par année. Ce que nous, on a essayé, c'est de soutenir ces familles-là autrement. Un, pour qu'ils soient dans la dignité au niveau de leur choix d'aliments. Donc, on avait un spectre réduit, mais on leur permettait à travers ça, s'ils avaient des besoins particuliers, que ce soit des produits pour les bébés ou les enfants des couches, on se trouvait une façon d'aller les chercher avec différents fonds. Et à travers ça, on a continué à servir nos membres, que ce soit des membres individuels ou corporatifs. Alors, c'est un petit peu la vision que j'amenais en me disant, puis quand j'ai vu arriver la carte proximité cette année,
dans les marchés publics avec la direction de la santé publique. J'ai dit, tiens, je trouve ça intéressant parce que c'est la vision que j'ai d'une carte alimentaire qui pourrait permettre aux gens de mieux s'alimenter, d'avoir des choix à faire, de pouvoir aller dans des épiceries, s'alimenter. Donc, c'est des processus qui peuvent être mis en place et qui permettraient de soutenir davantage et différemment les gens en situation de pauvreté là-dessus. Et ça permettrait aussi peut-être au niveau du réseau de l'économie sociale de se repenser, de revoir comment on ne vient pas dans 3 ans ou 4 ans, comme j'entends ces temps-ci, déborder parce qu'on devrait avoir plus d'aliments donnés, plus d'aliments à avoir des gens faire la queue. Alors, il y a une réflexion sociale à faire là-dessus. C'est un petit peu là où je vais ces temps-ci, dans cette réflexion-là, et c'est pas mon combat, mais pour ceux qui me connaissent, un élément où, pour moi, faire en sorte que les gens s'alimentent dans la dignité, ça reste la chose la plus importante. Fait que voilà, c'est plus... Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Brûlé puis Madame Eck. C'était très intéressant. On voit que le temps file vraiment. Je vais tenter d'aller tout de suite rapidement. Il y a même Monsieur, pardonnez-moi, il y a Monsieur Charlebois qui a dû nous quitter parce qu'il y avait une autre réunion et on est déjà à midi. Donc, on va rapidement passer aux questions. Du côté de Jeanne, tu as gardé un œil sur le chat. Je ne sais pas si les autres panélistes vont avoir quelques minutes à nous accorder de plus pour pouvoir répondre à 1 ou 2 questions. Si vous devez quitter, on comprend, mais je prendrai un bon petit 5 minutes de plus pour pouvoir au moins répondre à 1 ou 2 questions qui auraient été mises dans le chat. Je sais pas, je vais aller voir. Il y a quand même, donc ça a été tranquille du côté du chat. Jeanne, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il y a une question de Chantal qui vient d'apparaître. Elle nous dit « Intéressant de marier l'accès à une saine alimentation avec la distribution aux plus vulnérables. Comment modifier les normes sociales à ce sujet ?» C'est une excellente question, Chantal. Je ne sais pas si parmi nos 3 panélistes restants, il y aurait quelqu'un qui aurait des éléments de réponse à apporter. Oui, Marc. Comment changer les normes sociales? Ça peut avoir 2 volets. Il peut avoir le volet économique, mais aussi le volet accessibilité. Je pense qu'avec le temps, dans le cheminement que font un ensemble d'organismes à Montréal, au BNL et tout ça, qui font aussi des banques alimentaires que je respecte, là, je suis pas en dénigrement de ça. Je suis juste à me dire, il faut ouvrir nos œillères, il faut changer nos paramètres, il faut évaluer l'impact à la fois psychologique sur les gens, sur les enfants, quand les gens sont obligés d'aller à 2, 3 banques alimentaires pour s'alimenter. Ce n'est pas du dénigrement, c'est parce que on ne peut pas donner plus que des fois, 1 fois par mois à des familles, donc c'est pas assez, ils sont obligés d'y aller. Nous, on a joué comme un complément là-dedans, c'est-à-dire que parfois, il y avait des familles qui avaient un besoin urgent, on les aidait. Ça donnait à peu près 1 semaine, 7 à 10 jours, avec le volume à cause de la réduction des coûts, des prix alimentaires qu'on avait. Dans cette optique-là, je crois qu'il faut évaluer aussi financièrement l'impact d'avoir une carte alimentaire sur le principe de donner aux gens, selon leurs moyens ou leurs revenus, une accessibilité alimentaire directe. Ça va changer la donne, ça va permettre de l'employabilité dans la production alimentaire, ça va permettre de l'employabilité dans la transformation, dans la distribution et dans tout ce qui découle de l'alimentation. Donc, pour moi, c'est un petit peu cette vision-là que je veux partager. Ça veut dire pas de dénigrer les investissements qui se font au niveau des banques alimentaires, mais repenser ce modèle-là, puis essayer d'aller plus loin. Un peu sur le modèle qu'on avait fait avec Bonne Boîte, Bonne Bouffe, un peu, qui permettait d'avoir un accès alimentaire direct à des gens, en même temps qu'on avait, à des gens qui n'avaient pas les moyens, en même temps qu'on avait une accessibilité alimentaire à des gens qui pouvaient un peu avoir les moyens, mais ça permettait à un pourcentage de la population d'avoir cet accès-là direct. Est-ce qu'on peut penser nos modèles différents et est-ce qu'on peut investir directement dans la production alimentaire, investir dans les gens qui mangent et qui ont besoin de manger ou de se loger? Puis à mon avis, c'est là que la réflexion doit aller, parce qu'il y a énormément d'argent qui est mis dans toutes sortes de soutiens alimentaires qui sont parfois excellents quand on parle de papa trop lente ou de choses comme ça. Il y en a, je regarde des modèles que j'ai vus, moi, évoluer depuis 15 ans. Donc, il faut juste s'asseoir et dire comment le réseau social économique peut travailler autrement. Souvent, je donne un exemple, puis je vais m'arrêter là après.
un des beaux modèles que j'ai vu dans ma vie, ça a été la Corbeille Bordeaux-Cartierville. Pas pour le vanter, mais pour le modèle qu'ils ont mis en place, à la fois restauration, à la fois service alimentaire, soutien, mais à la fois, ça a été une des premières épiceries communautaires à avoir pignon sur rue ouvert. Donc, il y a moyen de redéfinir le modèle. Et là, je sais qu'ils travaillent beaucoup avec le réseau scolaire pour les pop-up, pas les pop-up, mais le réseau alimentaire pour les enfants. On est là, on est rendu plus loin. On n'est plus à se poser des questions sur comment on devrait travailler ensemble. Il faut juste s'asseoir et dire comment on pousse plus loin la donne. C'est un petit peu ça. Puis je pense que les solutions, ils sont à la fois politiques, économiques et sociales, puis il ne faut pas les négliger. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Merci beaucoup, Marc. Est-ce que les autres panélistes, est-ce que Jackie, tu aurais quelque chose à rajouter dans ce sens? Ah, on ne t'entend pas, par exemple. Je pense que Marc a bien couvert cet aspect-là. Là, on l'a dit, ce sont des enjeux complexes. Alors, je pense que la vision qu'il partage est totalement pertinente. Je pense que le contexte actuel est propice à ce que ce type de changement-là se mette en place. Il suffit de mettre les projecteurs, je pense, sur les bonnes initiatives. Mais quand on entend le gouvernement dire qu'on a besoin de penser à la souveraineté alimentaire du Québec, si on a des entreprises qui sont confrontés, dans le fond, aux défis qui sont les leurs à cause de la pandémie. Quand M. Charlebois parlait tout à l'heure du défi de la main-d'œuvre, je pense que si on arrive justement à faire en sorte que les personnes qui ont des défis se parlent, ben, je pense que ça peut amener justement ces solutions-là, mais ça ne prendra pas de miracle. Il va falloir mettre l'épaule à la roue. Donc, continuer à renforcer les échanges puis les conversations entre les personnes impliquées en sécurité alimentaire, mieux mettre en lumière les projets qui ont vraiment une approche structurante pour le droit à l'alimentation puis la justice alimentaire, favoriser l'accès à une saine alimentation. C'est pas juste... il y a du travail qui a été fait en aide alimentaire, mais vraiment de donner le pouvoir aux citoyens de pouvoir s'alimenter convenablement, travailler avec eux. C'est ce que j'en comprends. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je pense qu'il y a un intérêt énorme. Rapidement, les inscriptions pour ce webinaire ont été remplies, ce qui veut dire que les gens sont intéressés à contribuer à travailler dans ce sens-là. Puis j'ose espérer avoir la chance d'échanger encore plus. Le temps a filé aujourd'hui. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de minutes pour favoriser les échanges avec toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui parce que je sais que vous êtes tous et toutes des intervenants dans la sécurité alimentaire. On va rester en contact. Il va y avoir plusieurs travaux qui vont être mis en place pour favoriser vraiment les échanges entre les personnes qui interviennent en sécurité alimentaire à Montréal à partir du Conseil SAM. Donc, je vous invite vraiment à... en fait, je vais vous réécrire à toutes et tous pour vous faire parvenir l'enregistrement puis continuer ces réflexions-là. Donc, vous pouvez nous écrire au info@montréal-mtl-métropole-santé.ca si vous avez quelconque commentaire, réflexion, suggestions pour nos prochaines activités, mais nous allons revenir. J'ai le contact de tout le monde tous les participants et je compte reprendre contact avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui ont la main levée. Malheureusement, il est déjà 12h07. Je vais devoir laisser aller tout le monde à leur vaquer à vos occupations. On est toutes des personnes très occupées pour répondre à cette crise. Mais je vous invite vraiment puis là, il y a 2 i dans le info, mais il n'y en a bien qu'un seul dans mon courriel. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos réflexions. Je vous remercie vraiment. Je remercie les 4 panélistes, même si M. Charlebois n'est plus là. Merci Jackie Demers, Marc Brûlé, Isabelle Eck et M. Charlebois d'avoir vraiment participé à cette réflexion-là. C'était super intéressant, puis ça nous aide à avoir une bonne base commune pour continuer à avancer face à ces défis-là qu'on a.
Merci tout le monde d'avoir participé.